Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, cette semaine, on met à l'essai probablement le véhicule qui a fait le plus jaser de l'année, le Tesla Cybertruck. Et avant de parler du produit, je pense que c'est important de parler de la marque et où est-ce qu'on en est actuellement parce qu'il se passe beaucoup de choses. Oui, Tesla est une marque qui est controversée, évidemment, en raison de l'homme, en raison d'Elon Musk. Il y a des milliers de propriétaires de Tesla actuellement qui sont victimes des agissements d'Elon Musk. Ça a fait en sorte, grosso modo, que les valeurs marchandes ont chuté pour l'ensemble des produits de la marque. Et ça explique aussi pourquoi, par les temps qui courent, on entend des mouches voler dans les dépositaires Tesla, alors qu'il fut une époque pas si lointaine où on faisait la file comme chez Apple pour aller acheter une Tesla. Comme quoi, les choses peuvent changer rapidement. Mais le Cybertruck, c'est un véhicule qui a fait, comme tu dis, énormément jaser, qui est controversé pour son look, mais qui vient ébranler l'industrie du camion pleine grandeur et c'était exactement l'objectif d'Elon Musk avec ce produit-là. Est-ce que je trouve ça beau? La réponse, c'est non. Et je pense pas que l'objectif, c'est que ce soit élégant. Je pense qu'il fallait que ce soit différent. Et encore une fois, à ce niveau-là, mission accomplie. Écoute, on n'a tellement pas voulu se casser la tête avec le design de ce camion-là qu'on n'a même pas offert de choix de couleur. C'est de l'acier inoxydable et à vous de choisir la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez le mettre en camouflage, en peau de vache, en zèbre, même aux couleurs de Patrick Morin. Oui, mais pour le personnaliser, ça va coûter 5, 6, 7 000 $ de pellicule? Oui, 3-4 % de plus que le prix du véhicule. C'est pas grand-chose. Surtout si tu regardes un Cyberbeast qui coûte une véritable fortune. Alors, je pense pas que ce soit un problème pour les acheteurs de ce genre de véhicule-là. On va aller à l'essai. À partir du moment où vous prenez place à bord d'un Cybertruck, on oublie très rapidement le look extérieur du véhicule, puis on réalise qu'on vit une expérience un peu unique, et ce, avant même de prendre le volant. Alors, personnellement, trouver la position de conduite, ça m'a pris un certain temps, et je vous avoue que je ne m'habitue pas encore au fait qu'on n'a pas un volant circulaire. Ça, c'est un élément qui m'agace particulièrement, et ça n'aurait pas été un handicap sur le plan du design d'offrir un volant conventionnel comme ce qu'on retrouve dans une Model 3, dans un modèle Y. Alors, premier point que je n'aime pas du tout. Et le deuxième point qui ne me plaît pas, c'est le fait qu'on ait une caméra de rétrovision à même l'écran central parce qu'on n'y voit rien à l'arrière, sauf si, bien sûr, vous abaissez le couvre-caisse qui est conçu, évidemment, pour optimiser l'aérodynamisme du véhicule. Alors, vous pourriez baisser le couvre-caisse et avoir un peu de visibilité arrière, mais encore là, c'est loin d'être optimal. Sinon, il y a quand même des piliers qui sont très imposants, faut s'y faire, mais la visibilité est généralement très bonne, du moins à l'avant. Je reviens évidemment sur cet écran arrière qui ne me plaît pas du tout. Mais évidemment qu'on a ici une position de conduite qui est hors du commun. En fait, tout ce qui s'appelle fonction avec ce véhicule-là est inhabituel, à moins bien sûr que vous possédiez déjà un produit Tesla. Alors là, il y a plusieurs fonctionnalités qui vous seront familières. Pensez notamment au levier de vitesse qui est inexistant. Ça se fait via l'écran. Il suffit de coulisser votre doigt vers l'avant pour mettre le véhicule en marche avant et de faire l'inverse si vous souhaitez reculer. Et si jamais pour une raison X, l'écran ne fonctionne pas, il vous sera possible de toucher le petit pilier qui se trouve au centre du pavillon. Alors ça, c'est une sortie de secours si jamais l'écran ne fonctionne pas. Mais je vous dirais d'entrée de jeu que si l'écran ne fonctionne pas, vous êtes déjà dans le pétrin. Du reste, j'ai pas le choix d'admettre que l'expérience de conduite est vraiment exceptionnelle. Le premier élément qu'il me faut souligner, c'est le fait qu'il n'y ait aucune connexion directe entre le volant et les roues. Tout est fait de façon électronique, on appelle ça drive-by-wire en anglais. Alors, pas de colonne de direction à proprement parler. Le volant, ce n'est qu'une télécommande essentiellement. Il suffit de le tourner très légèrement pour que le véhicule s'engage de façon assez prononcée.
Donc, la maniabilité du volant n'est pas la même que celle d'un véhicule conventionnel. Et ça aussi, ça demande adaptation. On s'y fait assez rapidement et on se rend compte conséquemment que le véhicule offre une maniabilité sans égale par rapport à tout ce qui existe en matière de camions intermédiaires ou pleine grandeur, peu importe comment vous le considérez. C'est assez magique comme comportement routier. C'est un véhicule qui a une tenue de route exceptionnelle, qui tourne sur un 10 sous, parce qu'évidemment, ce véhicule-là est doté des 4 roues directionnelles et ça fait en sorte que vous allez avoir, grosso modo, un diamètre de braquage comparable à celui d'une voiture compacte, ni plus ni moins. Maintenant, je conduis présentement la version à 2 moteurs, c'est 593 chevaux de puissance, 4,3 secondes pour le 0-100 km/h. Alors, c'est extrêmement rapide en accélération, mais il y a aussi cette possibilité d'opter pour cette version Cyber Beast à 845 chevaux, 3 moteurs électriques, 2,7 secondes pour le 0-100 km/h, une véritable fusée. À quoi bon opter pour le Cyber Beast? Bien, uniquement pour épater la galerie et pour aller chercher encore plus de sensations, parce que dans les faits, la version à double moteur fait amplement le travail. C'est un véhicule qui impressionne par sa technologie, aussi par ses éléments suspenseurs, parce qu'on a ici une suspension pneumatique réglable. Vous pouvez notamment ajuster la garde au sol, la hauteur du véhicule en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Vous pouvez stationner le véhicule dans un garage souterrain en abaissant la suspension au maximum, relever le véhicule si vous avez des obstacles à franchir. Et tout ça, évidemment, bien, ça se fait en silence parce que le véhicule est non seulement bien insonorisé, mais n'émet aucun son. Il y a à peine un petit silement que vous allez percevoir lorsque vous accélérez avec le véhicule. C'est rien d'agaçant. Une autonomie qui est annoncée à 523 km, très facile d'atteindre ce chiffre-là. Si vous conduisez de façon très posée, vous dépasserez facilement l'autonomie qui est annoncée par Tesla. Alors, c'est très impressionnant ce que ce camion-là est capable de faire. Un camion qui peut remorquer, soi-disant, jusqu'à 11 000 livres, il est capable de le faire, sauf qu'à ce moment-là, bien, vous allez voir votre autonomie fondre comme neige au soleil. Mais est-ce que structurellement, c'est un véhicule qui est conçu pour travailler? La réponse, c'est non. Il y a de multiples tests qui ont été faits sur Internet qui l'ont prouvé. Alors, je n'ai pas poussé le camion à sa limite, je n'ai pas remorqué à la limite de ce que ce camion-là est supposé être capable de faire, mais n'en demeure pas moins qu'on le sent. C'est un camion qui est conçu, évidemment, pour répondre aux besoins d'une très, très grande majorité d'acheteurs de camions pleine grandeur, mais certainement pas pour travailler durement comme un F-150. Alors, il faut dire que le Cybertruck offre un rendement énergétique qui est à peu près 2 fois inférieur à celui d'un GMC Hummer. C'est pas peu dire, parce que le véhicule est certainement moins lourd, mais drôlement plus efficace sur le plan du rendement énergétique. 23,5 kWh par 100 km de moyenne de consommation, ce qui est à peine plus qu'une voiture comme une Polestar 2, comme une Fiat 500e. Très impressionnant compte tenu des capacités, du poids, de la masse de ce véhicule-là. Et on vient prouver avec ce seul élément qu'on est en avant de la compétition sur le plan technologique. Évidemment que Tesla est critiqué pour la qualité de fabrication de ses véhicules, qui s'est améliorée, il faut le dire. On n'est peut-être pas au niveau de ce que Ford va faire avec un F-150 Lightning en termes de qualité d'assemblage, de présentation intérieure, de finition et de robustesse structurelle. Mais clairement, au niveau du rendement énergétique, la performance et de la technologie embarquée, il n'y a rien pour arriver avec un Cybertruck. Et ça, c'est l'élément qui impressionne le plus de ce camion-là. Certaines garanties prolongées incluent des services de remorquage de voitures de location et même des frais d'hébergement en cas de panne. Total Énergie est fier de produire des huiles moteurs haut de gamme localement au Canada dans notre usine à Montréal. En choisissant une production locale, nous soutenons l'emploi au Canada, minimisons notre impact environnemental grâce à des transports réduits et garantissons une qualité et des performances exceptionnelles. En optant pour Total Énergie, vous choisissez l'excellence et un produit fièrement fabriqué au Québec pour les Canadiens. Découvrez-en plus sur le site web de Total Énergie. Est-ce que c'est toi qui laves ton véhicule, Mathieu? Quelquefois, c'est déjà arrivé. Est-ce que tu te vois laver la planche de bord et le pare-brise qui ne termine jamais sur ce...
Même à 6 pieds 4, le écoute, gars se rend pas, tu sais. Pour vrai, c'est quelque chose. Ça va prendre un long plumeau. OK, c'est le plus controversé des véhicules que tu vas avoir cette année, fort probablement, mais une fois que C'est un peu la raison pour laquelle on le diffuse à la fin de la saison. C'est ça. Mais je veux dire, une fois que c'est fait, que c'est dit, je pense qu'on peut reconnaître toutes les avancées technologiques qu'il y a derrière, oui, le Cybertruck, mais aussi les véhicules Tesla. Ils sont une coche vraiment en avant des autres en matière de technologie, d'interface, d'options sur le véhicule. En l'utilisant, en conduisant le véhicule, en apprivoisant l'écran central, tu te décroches la mâchoire tellement il y a des fonctions qui sont exceptionnelles par rapport à ce que propose la compétition. Effectivement, on en a vraiment plein les yeux. J'ai jamais aimé la planche de bord de la Tesla. Je trouve que c'est une interface qui est compliquée, mais une fois que tu deviens habitué à ça, ben là, tout à coup, tu peux avoir beaucoup de plaisir parce que tu te souviens où sont les options pour pouvoir avancer et reculer le volant. Ouais. Donc, on aime ou on déteste, et c'est un peu ça aussi avec Tesla. C'est encore plus vrai ces temps-ci parce que politiquement, tout est polarisé, mais je veux dire, Tesla a jamais fait l'unanimité non plus, là. Ce qui me fascine aussi, c'est le moteur d'essuie-glace de 120 watts qui va servir à faire fonctionner cet essuie-glace de 48 pouces, 4 pieds. Ça, c'est plus grand que ton fils, ça. C'est effectivement ce que je veux absolument te montrer. C'est les choses dont on n'a pas trop parlé chez Tesla, notamment avec le Cybertruck. Tu te souviens, lors de la présentation, on avait lancé une espèce de boulet sur la vitre pour montrer l'efficacité, la résistance. Et la résistance. Ça avait été un échec, ça s'était brisé. Alors, on a une modélisation 3D de notre véhicule sur la planche de bord. Alors, si tu tapes sur la fenêtre arrière... Alors, j'aime ça, l'autodérision. Et voilà, on a décidé de faire ce qu'on appelle un œuf de Pâques. On a caché ce petit clin d'œil qui est quand même assez rigolo. Tu connais les ambitions d'Elon Musk pour la planète Mars. Oui. Alors, si tu vas dans le jeu de lumière et que tu t'en vas à l'extrême droite, il y a Mars ici. Et si tu fais espèce multiplanétaire, mais là, tout à coup, tu viens de changer exactement le thème de ton affichage. Et là, au lieu d'avoir un véhicule sur une carte de navigation, ben là, c'est un petit rover sur Mars qui va être finalement ton véhicule. Et évidemment, c'est la planète rouge que l'on voit partout autour de soi. Comme quoi, les ingénieurs pensent à un paquet de trucs, mais pensent pas nécessairement à bien coller les panneaux de carrosserie sur le véhicule. Mais c'est deux départements complètement différents. Parce que tu peux bien dire, pourquoi ils font ça? Parce qu'il y avait le temps, ils pouvaient, ça ne demande pas énormément de ressources et ils peuvent le faire. Mais ça amène aussi des choses intéressantes. Tu as probablement vu le fameux mode qu'on appelle le mode hors route. Et lorsqu'on l'active, eh bien là, les suspensions vont s'ajuster, le moteur va s'ajuster aussi. Mais ce que tu n'avais peut-être pas vu, et je veux attirer ton attention là-dessus, on peut activer un mode étanche. Qu'est-ce que ça va faire? On va rehausser la caisse, on va pressuriser la batterie. Donc, ça peut prendre à peu près une dizaine de minutes. Normalement, il ne faut pas que l'eau dépasse à peu près la hauteur du pare-brise, mais c'est presque jusqu'à quelques pouces du haut du pneu. Donc, en fait, c'est 80 cm de hauteur admise pour que le véhicule puisse circuler dans l'eau. Passez ça, on est en mode noyade. Ah ben voilà! Donc, il y a vraiment une foule d'options comme ça qui sont disponibles. Maintenant, est-ce qu'ils sont 100% efficaces? On a vu sur les médias sociaux toutes sortes d'échecs liés au Cybertruck. Il n'était pas capable de monter une côte à côté duquel un pick-up tout à fait normal était capable de composer. On l'a vu rouler de sourd dans une toute petite neige montréalaise. On a le système autopilote qui est activé sur ce véhicule-ci parce qu'on est en mode démonstration. C'est une option de 11 000 quand on veut l'adopter et c'est juste du logiciel qu'on vient intégrer au véhicule. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. On n'est pas là. La vérité, c'est que ça fonctionne pas parfaitement et je me vois mal débourser 11 000 $ pour de la recherche et développement qui est pas encore au point. Puis tu sais, on compare souvent ce que ces véhicules-là sont capables de faire avec la technologie de Waymo qu'on voit notamment du côté de San Francisco. Ben, je constate qu'on n'est pas là. Ah, mais c'est deux philosophies. Waymo prend son temps, fait les choses étape par étape. Tesla, eux autres, ils rentrent avec leurs gros sabots, on fait de la conduite autonome, on l'appelle aussi autopilote. On l'appelle autopilote. Et c'est pas un autopilote, c'est un assistant à ton pilotage parce que la responsabilité est toujours sur celui derrière le volant. Lorsqu'on sera 100% autonome, pour vrai, la responsabilité ne sera plus la mienne, mais celle du constructeur automobile ou encore du
fabricants du logiciel. Mais pour l'instant, ça va être un beau casse-tête juridique, un beau casse-tête avec les assurances aussi. Cela dit, c'est un bijou technologique, puis tu as très certainement joué avec le petit jeu d'éclairage. Bien, absolument. Écoute, je te dirais que le spectacle extérieur avec la musique de The Arrival, c'est quand même assez impressionnant. C'est une technologie totalement inutile, mais comme tu le dis si bien, les gars avaient le temps, pourquoi pas? Ben voilà. Maintenant, sors, je vais aller continuer de faire un petit essai routier avant qu'on retourne le véhicule. Bye. Modifier son véhicule pour en faire un VR a-t-il un impact sur l'assurance? Oui, une modification ou un ajout peut augmenter la valeur du véhicule. Aussi, l'assureur doit être informé de changements qui influencent le niveau de risque comme l'utilisation qui est faite du véhicule. Parler à son assureur permet d'avoir la bonne protection et d'être indemnisé selon la bonne valeur du véhicule en cas de sinistre. Le meilleur anti-rouille qui soit, c'est celui pour lequel vous payez en temps réel. Si vous conservez votre véhicule 10 ans, que vous faites 10 traitements à 100 $ par année, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Méfiez-vous des anti-rouilles à vie, il n'y a rien d'éternel et ça coûte souvent beaucoup trop cher aux joueurs. Le Cybertruck de Tesla a été conçu dès le départ pour être différent des camionnettes déjà présentes sur le marché et c'est pourquoi son design est aussi polarisant. Les panneaux de carrosserie sont en acier inoxydable, ce qui est très original, et la qualité d'assemblage laisse vraiment à désirer avec des panneaux qui peuvent facilement se décoller du véhicule. Sur la route, le comportement routier est très bon grâce à la suspension pneumatique et le dispositif des roues arrière directrices le rend très maniable. Aussi, c'est un véhicule dont la consommation d'énergie est raisonnable lorsqu'on le compare aux camionnettes électriques rivales et l'accès au réseau étendu des superchargers de Tesla est l'un de ses points forts. Le problème du Cybertruck, ce n'est pas le véhicule en soi, mais plutôt le fait que ce camion est devenu indissociable de Elon Musk, le grand patron de Tesla, qui lui est devenu infréquentable depuis qu'il soutient Donald Trump et ses politiques. Tout ça fait en sorte que faire le choix d'un Cybertruck aujourd'hui équivaut à endosser ses positions radicales. C'est dommage pour les employés de Tesla et pour les propriétaires des véhicules Tesla qui ont fait leur achat avant que Musk soutienne Trump. Mais aujourd'hui, on fait face à une nouvelle réalité et c'est d'ailleurs l'unique raison pour laquelle les ventes de Tesla sont en chute libre. Antoine, donne-nous tout de suite tes impressions du camion. Comment tu l'as apprécié? C'est super impressionnant ce que ce camion-là est capable de faire. Je ne m'achèterais jamais un Silverado EV, un Sierra EV. Ça pèse 8500 à 9000 livres. Ça n'a aucun bon sens. Et tout ce que tu fais avec un camion comme celui-là, c'est de te trimballer de la masse. Le Cybertruck, c'est complètement autre chose. Ça se conduit comme une voiture, c'est totalement différent de tout ce que vous avez pu imaginer lorsqu'on pense à un camion. Et je reviens à l'objectif initial d'Elon Musk qui était de réinventer la camionnette qui ne l'avait pas été depuis 75 ans. Maintenant, est-ce que je m'achèterais un camion comme celui-là? La réponse, c'est non, parce que j'assumerais pas son look, l'image que ça reflète. Mais pas le choix d'admettre qu'on est loin devant la compétition en matière de technologie et d'innovation. Alors, mission accomplie pour Elon Musk qui a vraiment réinventé la camionnette moderne. Tu as parlé des camionnettes électriques en compétition directe, mais il y a un autre type de compétition. Ben oui, c'est évident, parce que le Cybertruck, c'est aussi un véhicule que j'appelle m'as-tu-vu. Même chose avec le GMC Hummer électrique, le nouveau Cadillac Escalade IQ, le Ram TRX, le Bronco Raptor. T'achètes certainement pas ça pour passer inaperçu. Et le Cybertruck, ça fait partie de cette catégorie de véhicules select qui servent à flasher, là. Bon, maintenant, on va parler de prix. Et ça fait mal, parce qu'évidemment, le Cybertruck fait partie de ces véhicules qui ont été victimes des tarifs imposés par le gouvernement canadien en réaction à ceux de Donald Trump, on le sait. Mais dans le cas du Cybertruck, c'est 22 % d'augmentation de prix. On est passé de 114 990 à 139 990 du jour au lendemain. Il y a de plus en plus de Cybertrucks sur le marché. Il y en a aussi sur le marché d'occasion, parce qu'évidemment, ce genre de véhicule-là attire les foules au début et souvent, quelques mois après,
on s'en débarrasse, peut-être pour essayer de faire un coup d'argent, mais dans ce cas-ci, ça marche absolument pas. Alors, les Cybertruck Foundation, qui sont les premiers à être arrivés sur le marché, bien, il y en a beaucoup dans le marché d'occasion en ce moment, avec des prix qui baissent drastiquement. Et ça explique peut-être pourquoi. Bien, quand tu regardes les mensualités à l'achat ou à la location, donc un financement 72 mois versus une location 48 mois, bien, tu as une mensualité qui est à peu près identique à 40 $ d'écart sur un paiement qui se situe autour de 2500 $ taxes incluses. Ça fait extrêmement mal. Bien, ça explique pourquoi la valeur de revente est si faible de ces camions-là. D'ailleurs, le résiduel après 4 ans est d'à peine 51 000 $ avant taxe, alors que c'est un camion de 140 000 $. Donc ça, c'était le prix pour le modèle à l'essai. Maintenant, pour le Cyberbeast. Alors ça fait encore plus mal. En incluant la taxe de luxe, tu es à 185 737 $ avant taxe. Et il y a des gens qui vont le payer quand même. Bon, Antoine, on peut pas dire qu'on a fini la saison en beauté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revient en janvier pour une toute nouvelle saison. Alors, merci tout le monde d'avoir été là et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur guideautoweb.com. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.